Et oui Vincent, je suis sur l'avenue Max Dormoy, une avenue, vous le voyez, qui est dans le prolongement de la vieille ville. Le château est juste derrière moi. Alors cette avenue, elle témoigne d'une Montluçon prospère, la Montluçon du 19e siècle qui a connu une révolution industrielle. Bonjour Aurore. Bonjour Elena. Cette révolution industrielle du 19e siècle va bouleverser la physionomie de la ville. Ah oui, complètement, effectivement. Donc, il y a toute une ville qui se crée, bien sûr, rive gauche avec l'implantation des usines et rive droite, effectivement, notre population commerçante et bourgeoise et administrative qui était cantonnée autour de son château va avoir donc cette percée haussmannienne de 400 mètres, tout simplement qui était là pour rejoindre la gare, puisque le rail est le symbole de cette époque. Et effectivement, cette population va alors s'installer tout le long de cette artère ce qui explique toutes ces belles façades et cette richesse donc architecturale de ces façades. C'est vrai qu'on a un côté ici un peu haussmannien. Alors dans cette richesse, bon, on a du mal à savoir un peu où on est. Un coup c'est de l'art déco, un coup du néoclassique. Et oui, puisque c'est un style très composite, effectivement, cette deuxième partie du 19e siècle. Donc on reprend un petit peu ce qu'on faisait avant, donc néoclassique, néo-Louis XIII, néo-art déco, effectivement, néo-gothique, néo-renaissance. Par contre, il y a quelque chose qui est très spécifique à cet art industriel, c'est l'utilisation des colonnes de fonte, des structures métalliques, et même où nous sommes sur une sorte de boudin de mâche-fer. Tous les déchets des usines, rive gauche, ont été réutilisés pour drainer. Et en fait, on est sur un boudin de près de 3 mètres, ce qui a permis en fait de drainer bien sûr ce terrain marécageux et de rejoindre justement cette gare. Vous vous rendez compte, je suis sur un boudin. Bon, alors il y a la deuxième partie de la ville, un peu plus ouvrière, un peu plus éclectique en matière d'architecture. Et oui, tout à fait, parce que c'est une nouvelle population qui est arrivée à cette moitié du 19e siècle, qui s'est installée route de Tours, donc une nouvelle route donc d'accès, puis une nouvelle artère commerciale. Et donc on va avoir bien sûr un habitat un petit peu plus éparse, un petit peu plus anarchique en fait, puisque les ouvriers ils faisaient un petit peu avec ce qu'ils avaient surtout. Alors, il faut savoir que la ville, elle est quand même passée en 1830 de 5 000 habitants à 60 000 dans les années 60. Il fallait donc bien qu'elle s'agrandisse. Et puis, vous verrez qu'il y a eu quelques petits grains de folie qu'on va visiter tout à l'heure, un autre bijou architectural. La passion et l'argent, eh bien voilà ce que ça peut donner. Une espèce de petit château inspiré du petit Trianon de Versailles, ici à Montluçon. Alors ça date du XXe siècle. Comment se fait? Eh bien c'est Aurore qui a la réponse. Qui est donc l'auteur de ce petit Trianon montluçonnais? Alors, c'est François-Joseph Troubat, le Hou, puisqu'il a pris les lettres de noblesse de sa femme, mais qui était surtout à Montluçon le fils d'un grand industriel, Pierre Troubat, qu'on connaît surtout par rapport à son usine et surtout aux produits, les fameux produits Diamantine, donc la société des cires françaises. Et donc, il a vécu finalement des rentes de l'entreprise de son père pour se consacrer à l'art et à sa passion et vivre dans une sorte de musée où il collectionnait justement toute une sorte d'œuvres, qu'elles soient architecturales, des éléments d'architecture, picturales, les sculptures également, et des grandes collections de meubles également. Alors ici, on a donc ce petit Trianon. Qu'est-ce qui nous dit dans la façade qui s'est inspiré de ce petit château de Versailles? Alors là, effectivement, on a le premier corps de logis que l'on voit avec les balustrades, le fronton triangulaire, un petit peu ce style néoclassique qui rappelle le petit Trianon. Quant aux ailes, par contre, latérales ont été rajoutées parce que la collection s'agrandissait. Il fallait mettre les choses, et notamment les peintures, autre part. Donc, ont été rajoutées en 1953. Alors ici, dans le jardin, on a 2 aigles qui nous rappellent plutôt le style empire. Oui, parce qu'il avait de l'attrait pour l'art en général, mais par contre, il était assez passionné d'une période qui était la période Empire. Donc, on retrouve les aigles napoléoniens. On retrouvera également à l'intérieur le plafond de Beauharnais, Hortense de Beauharnais, différents éléments des sculptures Napoléon, etc. Alors, ce qu'on a aussi ici, c'est 12 000 mètres carrés de parc qui sont devenus un jardin public. Dans ces 12 000 mètres carrés, il faut savoir que c'est lui qui les a dessinés. On ne sait pas trop si on est dans un jardin à la française ou à l'anglaise. Et tout simplement parce que c'est un peu des deux. Effectivement, il les a dessinés et il a fait un mélange de ces deux jardins. Alors, ce qui est très sympa ici, c'est que finalement, vous pouvez vous y promener. Vous pouvez aller aussi dans le fameux petit Trianon pour visiter cette collection incroyable qui a été léguée à la ville. Et vous verrez sur la façade écrit « Bon, tu entreras, meilleur tu sortiras ». Je vais tester.